bien bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Et je remercie tout de suite à la technique. Que ferions-nous sans nos techniciens ? Eh bien, il s'agit de Virginie. Merci Virginie d'être présente comme si souvent. Virginie, Nini Vlam, vous pouvez la retrouver sur YouTube sous ce doux nom de Nini Vlam. Allez, commence. Et puis, bien sûr, Patrice. Enfin, je dis bien sûr, parce que c'est tellement... Il nous habitue tout le temps, toujours, à être là. Il est si fidèle au poste. Ce sont nos fameux bénévoles, tout comme nous, patrons d'émission, assistants, tout aussi bénévoles. Nous apportons, eh bien... ce bénévolat, cette énergie à notre chère radio commune, tout comme eh bien, vous, chers auditeurs, vous apportez vos dons. Et au mois de décembre, vous courez, c'est le marathon du don. Assistante, assistée donc, comme souvent. Et alors, je n'ose pas dire toujours, puisque j'ai eu la semaine dernière un auditeur qui m'a dit « Non, vous mentez !» Ce n'est pas toutes les semaines que Lara Stam est avec moi pour m'assister, mais en tout cas, elle est là aujourd'hui. Donc, bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Et je salue aussi Sylvie qui n'est pas là mais qui, à mon avis, nous écoute. Et on l'embrasse. Je crois qu'elle est dans les contrées lointaines actuellement. Souvent, c'est je l'espère en bonne santé. Nos bénévoles sont de grands voyageurs. Hein. Oui, c'est aussi le cas de Patrice, mais c'est vrai quand il n'est pas là pour un moment. Et c'est le pareil pour Sylvie. Puis Sylvie, elle est souvent outre-Atlantique, je crois, sans vouloir trahir évidemment de secrets. Alors, écoutez, nous aurons comme invité principal dans cette émission, dans quelques minutes, maintenant, Sébastien Quéré, pour son livre 1979, une révolution de l'histoire, perspective libre. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, ce n'est pas parce que nous parlons de 1979 que nous allons faire, sur ce libre journal de géopolitique profonde, une émission d'histoire. Non, 1979 résonne avec 2025, résonne avec l'actualité. Ça va être une véritable histoire géopolitique. Histoire, géopolitique et actualisation, ou plutôt, il y aura une actualisation de cette année 79, où l'année 79 vient encore. Peut-être est-ce d'ailleurs les derniers soubresauts, je dirais, de ce qui a été initié à cette époque. Et pourquoi 1979 ? Vous vous dites, évidemment, il y a Khomeini en Iran, il y a Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, il y a la Chine le géant chinois qui va s'éveiller, qui va sortir de sa grange communiste pour adopter le capitalisme. Enfin, on va parler de tout ça avec Sébastien Quéré dans quelques minutes, mais auparavant, une petite revue de presse peut-être, Lara. Oui, avec plaisir. Alors, cette revue de presse de ce libre journal de géopolitique profonde, on va la commencer, si vous le voulez bien, par cet exercice auquel se prête chaque année le tsar, le président de toutes les Russies, de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et c'est une ligne directe avec son peuple. C'est pas ligne droite, c'est presque la ligne droite de Radio Courtoisie. C'est une ligne directe avec l'ensemble de son peuple. Alors là, j'avoue que Poutine nous bat à plat de couture. Nous avons souvent, et j'espère que ce sera le cas encore aujourd'hui, énormément de questions d'auditeurs, mais alors là, combien de questions en général posées au président ? Près de 3 millions de questions cette fois-ci. Nicolas, le nombre varie d'année en année en fait. Ce qui est important, c'est que effectivement, c'est un nombre croissant. L'année dernière, dans mes souvenirs, c'était 2 millions de questions, donc ça a pris 50%. Voilà. Et ce sont aussi des supports qui sont multipliés. Maintenant, les Russes disposent de quelque chose qui affirme encore plus la souveraineté en matière d'information et non pas la censure. Ils ont créé un réseau spécial russe, messagerie spéciale, qui s'appelle MAX, à laquelle nous, on n'a pas accès, mais qui est extrêmement populaire. Et donc, MAX a servi énormément parce que en un mois, il y a eu 1 500 000 souscripteurs à la chaîne qui s'occupe justement à recueillir les questions pour cette ligne directe, ou ce qu'on appelle le bilan de l'année.
deux parties dans ce marathon, c'est le cas de le dire. Hein. Ça dure des heures et des heures pour un homme qui est atteint. Hein, je parle sous le contrôle d'Ulysse Gosset de BFM Menteur, mais Ou je de pense Thierry au moins, Arnaud. Hein. ou de Thierry Arnaud, voilà, au moins une dizaine de cancers, perclus de cancers, de Voilà. Et maladies toutes les en questions tout sont genre, le préparées Poutine. et tout est préparé en réponse. Voilà, faut Voilà. les écouter. Mais Et puis ce ne sont que des journalistes maison. Eh ben voilà. non, c'est pas que des journalistes maison, parce que contrairement à nous, par exemple, quand Foutriquet fait une de ses conférences de presse, c'est celui que j'appelle le bavard de la République, avec Édouard Husson. Lorsque notre bavard de la République, ben, on imagine bien qu'il n'y a pas un journaliste russe, puisqu'ils ont interdit même les médias russes en Europe, vous savez, ce beau territoire liberté d'expression, plus de RT, plus de Spoutnik. Par contre, j'ai vu, il y avait CBS, il y avait des médias américains Oui. qui ont pu poser des Et questions à Poutine. même un journaliste français qui a C'est pu fou, poser ça. une question. Et là encore, mais Un Nicolas, journaliste français. je veux Ah bah. bien, puisqu'ils affirment sur BFM que toutes les questions sont préparées, ils n'ont qu'à s'adresser à ce journaliste qui a posé la question. Est-ce que cette question a été préparée et validée par Kremlin avant qu'il ne la pose pour que Poutine réponde que je ne suis pas au courant de la question. Oui, il y a eu une S'agissant question de, sur ce chercheur voilà, français Laurent qui est Vinatier, retenu actuellement dans les geôles accusé russes. d'espionnage Oui. et qui risquerait 20 ans de prison après une Voilà, première les parents peuvent condamnation. s'exprimer, il faut dire qu'ils sont en contact. Nous avons Anna Novikova et Vincent Perfetti de SOS Donbass, tous les deux raflés, enlevés pour être le plus précis Le possible, 17 novembre, envoyés à Fleury-Mérogis, sans contact, sans conseil, voilà. c'est-à-dire Voilà, pas pour d'avocat, faire pas de de famille. l'humanitaire dans le Donbass. Voilà. Mm. Non, mais j'aime bien mettre ça en parallèle, nous qui sommes Il la le patrie faut, des oui, droits de il le l'homme, faut. de la liberté d'expression. Il le faut, Nicolas, parce que le Mhm. parallèle là est nécessaire, puisque, par exemple, on apprend par la famille de ce Français, d'ailleurs c'est le seul Français détenu en Russie. Donc, je veux bien tout entendre, mais dire qu'il y a eu 0 Français par ailleurs qui ont voyagé et que la Russie, l'affreuse Russie, prend en otage les Français pour ensuite négocier je ne sais quoi, donc c'est faux. C'est le seul Français. Euh, Ce Français-là a une visite de consulaire tous les mois. Je veux savoir, au bout d'un mois, plus d'un mois maintenant, parce que c'est le 17 novembre qu'elle a été emprisonnée, Anna Novikova, est-ce qu'elle a eu sa visite consulaire? Parce que c'est une franco-russe, elle a les 2 nationalités, elle a le droit d'avoir la visite consulaire de l'ambassade de Russie en sa qualité de détenue politique. Eh ben non. La seule chose qu'elle a pu faire en un mois de temps, c'est parler au téléphone à sa famille. Mm. Voilà. Alors, qu'est-ce que Poutine quelles sont les grandes lignes, Lara, du discours enfin, pas du discours, de l'interview, des échanges entre Poutine, les journalistes et les auditeurs? Les grandes lignes. Il y a bien sûr le volet opération spéciale, guerre en Ukraine, les négociations. Il en a parlé assez longuement et d'ailleurs, il a dit, nous, notre position n'a jamais bougé. Donc, c'est pas parce qu'ils arrêtent les négociations et ils les reprennent que notre position doit bouger. Et je suis plutôt raisonnablement d'accord. Hein. Si vous avez une position et qu'on vienne de négocier avec vous, vous l'exposez. On vous dit: «Attendez, on va voir» et puis, rien ne se passe. 6 mois plus tard, on revient en disant: «On va négocier». Ah bah, vous avez toujours les mêmes positions d'après moi. Ou alors, je ne sais pas, vous en avez de nouvelles bien plus lourdes. C'est même pas le cas. Ce n'est même pas le cas et derrière, bah, les négociations, stagnent parce que, à chaque fois, en face, vous avez, l'Ukraine qui ne veut pas, admettre en fait, quelque chose qui est aujourd'hui, évident à mon avis aux yeux de tout le monde et vous avez les Européens qui, à chaque fois, s'immiscent en disant: «Cessez le feu, cessez le feu». Mais il n'y aura pas de cessez-le-feu avant les négociations. D'ailleurs, Poutine a précisé: à partir du moment où on acte l'histoire de territoire et l'armée ukraine se retire de la République de Donetsk, Lugansk et des oblasts Kherson et Zaporozhia. Il faut qu'ils se retirent aux frontières administratives telles qu'elles étaient au sein de... Enfin, bien avant. Ils se retirent, il dit immédiatement on arrêtera les combats. C'est simple pourtant. Et c'est mieux qu'un cessez-le-feu. Hein. C'est tout de suite clair. En revanche, ça n'arrivera pas.
Les Européens, eux, ils ont voté la nuit du jeudi au vendredi. Ils avaient assuré, Van der Leyen avait dit, ils ne se quitteront pas tant qu'ils n'auront pas trouvé une solution de financement pour l'Ukraine. Il y a eu les fameux 90 milliards. Les milliards, les milliards, les milliards. Et oui, 90 milliards pour Zelensky, qui s'est empressé de dire que c'était absolument pas suffisant. 90 milliards, mais qu'est-ce qu'on... Mais on fait plus rien aujourd'hui, ma bonne dame, avec 90 milliards. Il veut encore son prêt de réparation. Ouais. Prêt de réparation, donc j'imagine que les 220 milliards, c'est ça qu'il vise, Zelensky, les 220 milliards. Avec ça, toute cette bande de corrompus, eh bien, pour faire de belles affaires, c'est-à-dire le vol manifeste des avoirs gelés russes. Pour le moment, ils n'osent pas. Ils n'ont pas volé le principal. Ils ont volé déjà. Ils ont volé les intérêts. Ce qui déjà est un vol manifeste. Imaginez, je vais vous prendre votre argent, le geler et piquer les intérêts de ce que j'ai gelé. C'est un vol, c'est du vol. Donc ils ont déjà volé, mais ils n'ont pas osé voler le principal pour l'instant. Nicolas, dans cette histoire d'avoir, il y a aujourd'hui deux situations en fait qui s'entrechoquent. Si on prend la Belgique et le Premier ministre belge qui a pris parole pour défendre la position selon laquelle la Belgique est contre ce vol des avoirs, ce rapt, je dirais même, ce cambriolage, il a pris position. D'ailleurs, il a fini sa conférence de presse en disant bon, là, je vais repartir retrouver mon ami Poutine parce qu'on a les dachas à côté de Lavrov, puisqu'on va m'accuser d'être l'agent de Poutine, autant que je vous dise que je vais le retrouver. Et à la fin, il dit c'est une blague. C'est lunaire. C'est lunaire. C'est-à-dire, le pauvre, il défend que la position juridique et la réputation de la Belgique et d'Euroclear en tant que structure sérieuse. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire monétaire du monde moderne. Jamais. Oui. Même avec les nazis, c'est pas arrivé. On gelait, on n'a jamais volé. L'Iran, on gelait, on n'a jamais volé. Et là, il y a une seconde position qui est là invraisemblable. C'est celle des Français qui ont énormément d'avoirs en Russie, qui sont aujourd'hui un petit peu gelés ou à l'arrêt, etc. Mais la France était une des parties prenantes importantes en Russie en termes d'investissement. Tous ces investissements ont été cédés temporairement pour un rouble symbolique, etc. Mais ils existent. Et donc la France, si elle participe à ce rapt, ce sera la première victime des mesures miroirs. On a quelques milliards, nous aussi, dans nos banques, je crois. Et on a été assez silencieux à savoir si nous serions prêts. Si, la France est opposée. 18 milliards qui étaient sur les comptes des sociétés françaises, ça a été niet. On ne touche pas. Donc, c'est-à-dire... voilà. Alors, les avoirs gelés, et puis il y a aussi les sanctions européennes. Et oui, cette machinerie qui est de plus en plus inquiétante, de plus en plus totalitaire, avec sa grosse commission et son Conseil européen, eh bien, décide, avec les États d'ailleurs, de mettre sous sanction des Français, des Suisses, des Européens. Ce sont les sanctions européennes, et vous avez deux amis, en tout cas, moi je les considère comme des amis, que ce soit le Xavier Moreau, le Français Xavier Moreau vivant à Moscou, qui est sous sanction aujourd'hui, ou le colonel Jacques Beau, suisse, vivant d'ailleurs, je crois, en Belgique, et qui donc vont se retrouver. Alors là, pour Jacques Beau, ça me paraît être encore plus ubuesque, puisque on se demande. Alors il va devoir être renvoyé en Suisse, je suppose, parce que la Belgique étant parfaitement intégrée à l'Union européenne, je ne sais pas comment il fera pour continuer à y vivre. Xavier Moreau ne devrait plus pouvoir retourner en France dans sa famille. C'est-à-dire qu'on est un petit peu comme dans cette époque. Alors il a la nationalité. On est un peu dans cette époque de bannissement du Moyen Âge. Xavier Moreau, oui. Nicolas. Et il y a pas. Et on a Jean-Noël Barrot qui se félicite de cette sanction touchant un Français. Alors, ce sont des sanctions administratives, il faut le dire. Il n'y a pas de judiciaire, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans le lubuesque totalitaire, dans la dictature, dans toute sa splendeur. Et Moreau a d'ailleurs décidé de déposer plainte contre Jean-Noël Barrot. Mais il a raison, moi je ne comprends pas. C'était l'empire du mal qui se permettait de faire ce genre de mesures. D'ailleurs, ils ne communiquaient pas des masses. Ils n'en étaient pas fiers quand ça intervenait. Des citoyens un petit peu qui devenaient hors sol, qui devenaient apatrides pratiquement en termes de droits en tant que citoyens. Mais on en est là.
Je vous lis ce que Juan Branco a pu écrire sur les réseaux sociaux, l'avocat Juan Branco sur ce sujet, concernant Xavier Moreau, un Français empêché de rentrer dans son propre pays et d'exercer ses droits fondamentaux sur décision non de magistrats mais d'un gouvernement minoritaire au sein de son propre système parlementaire et honni de sa population. On mesure mal la gravité de la situation, quelle que soit notre appréciation géopolitique du conflit en cours, puisque c'est de cela qu'il s'agit, l'abandon de tous nos principes est non seulement une défaite morale, elle détruit les soubassements même de ce pourquoi nous sommes censés lutter. La citoyenneté s'accompagne de principes inaliénables qui ne peuvent se voir affectés que par des décisions de justice respectant des principes fondamentaux. C'est le propre de l'état de droit. Vous savez, ce fameux état de droit dont ils n'ont que ce mot à la bouche. Nos Saint-Jean bouche d'or, et qui là le viole totalement, foule aux pieds les principes fondamentaux. Barreau et sa clique. Nicolas, je voudrais aussi rajouter, d'ailleurs les deux venaient aussi sur Radio Courtoisie. Et d'ailleurs, je peux aussi nous féliciter parce que Jacques Beau aussi, il est venu la première fois sur les réseaux français. C'était au mois d'août 2022, Radio Courtoisie, émission réalisée en distanciel. Je ne suis pas sûre que Jacques Beau s'est rendu en Russie, ne serait-ce qu'une fois. Toutes ces analyses sont basées sur les publications occidentales, il a joué son rôle d'analyste, ancien analyste anglaise, de l'OTAN, sur les supports qui étaient occidentaux. Il disait bien d'ailleurs les supports américains ou anglais, oui, voilà. ou même un peu allemand, mais jamais français. Par contre, il disait jamais français, tellement notre presse est une presse de larbin, est une presse aux ordres. C'est-à-dire qu'on est pire. Beau récupérer plus d'informations précieuses sur ce qui se passait dans ce conflit en Ukraine qu'en France. C'est vous dire, chers auditeurs. Il faut prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays aujourd'hui. Et donc voilà, cet homme-là est accusé d'être le propagandiste de Kremlin. Mais il n'en a pas vu la couleur, en fait, de ce Kremlin. Cet homme-là écrit des livres, fait des conférences, d'ailleurs elles sont toutes plébiscitées, et il est empêché aujourd'hui de parler. Mais revendiquons, demandons, exigeons la glasnost, parce que on en est à ça. Hein. C'est ce qui s'est passé en URSS. L'URSS s'est démantelé parce qu'à un moment, on a pu ouvrir les micros à ces gens-là qui étaient bannis de la société, bannis des médias. Lara, on termine cette revue de presse avant de passer à notre invité principal, Sébastien Quéré, 1979, une révolution de l'histoire, aux éditions Perspectives Libres, par peut-être le Mercosur. On voit déjà Patrice qui amène les premières questions. Allez, envoyez les questions, chers auditeurs, n'hésitez pas. Le Mercosur est reporté, sa signature est reportée, elle n'est que reportée. Von der Leyen, tout comme Merz, le chancelier allemand, sont assurés de sa signature au mois de janvier, contrairement à ce que Foutriquet peut nous dire, à ce que les dirigeants français peuvent dire. D'ailleurs, les agriculteurs ne s'y sont pas trompés en décidant de conserver, de tenir les barrages, les points de blocage sur les autoroutes comme la 64 par exemple, dans le sud-ouest. Donc les barrages ne sont pas levés. Il y a bien sûr cette question de dermatose nodulaire, qui est contagieuse, la fameuse DNC. Avec, on a pu voir une redite au niveau de nos bêtes, au niveau de notre cheptel, de ce qu'ils nous ont fait subir déjà, de ce que notre gouvernement, de ce que nos dirigeants nous ont fait subir avec la crise Covid de 2020. D'abord, on abat le troupeau, on confine, et puis on picouse. Ça, la picouse, c'est important. On va vacciner le tout. Mais attention, si vous avez une bestiole qui quand même attrape, et d'ailleurs on peut se demander si c'est pas la picouse qui fait attraper la dermatose, alors là, on continue à abattre tout le troupeau. Mais Nicolas, il y a un troupeau qui a été abattu, qui a été vacciné. Bah oui, non mais bien sûr. Donc, en fait, on vaccine. Oui, mais ça évite les formes graves. Voilà. Ça évite la vaccination des troupeaux, évite la forme grave, mais vous êtes quand même obligé d'abattre le. Et d'ailleurs, on abat pour pas qu'il meure.
Non, mais c'est Et on très, très... abat pour pas qu'il Ah, on meure. abat pour pas qu'il meure. Oui, c'est comme la démocratie, on met Ouais. fin à la démocratie pour sauver la Pour sauver démocratie. la Voilà, non, mais démocratie, on vit dans ce notamment. monde complètement orwellien Oui. d'inversion Euh, de tout. J'avais aussi une petite précision parce qu'on Hum. on est passé vite sur l'histoire de la conférence de presse de Vladimir Poutine et Bah, vous concluez sur ce sujet, voilà, parce que moi je j'ai dit ce vais que je voulais conclure dire. sur ce J'en ai sujet. assez pour tout Euh, vous dire. En fait, ce qu'on pourrait penser en Occident, c'est que cette conférence de presse, c'est la propagande de guerre, etc. Et que, comme disait Bismarck, hein, on ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Ça, c'est tout à fait ça. Mais moi, je précise que cette fameuse conférence de presse, elle s'adressait aux Russes et que la plupart, 95% des questions, étaient des questions internes. Donc sur le chômage, d'ailleurs la Russie, celle que Bruno Le Maire nous promettait par terre, elle a son taux de chômage dangereusement bas. Voilà, réjouissons-nous, parce que c'est dangereusement bas, 2,2%. C'est en dessous, en fait. Après, vous n'avez même pas le roulement nécessaire pour l'activité sur les marchés. Vous avez, en fait, une Russie où tout ce qui touche, par exemple, à l'inflation, etc., est tellement régulé par l'État parce que ce sont des mécanismes qui permettent de, justement, aider la croissance et tout ça. Voilà. C'est- c'est- C'était ça que je voulais préciser. Donc, c'est 4h37 d'exercice de questions-réponses avec des gens, à tel point que Dimitri Peskov, à la fin, a été énervé. Il demandait à arrêter, etc. Mais Poutine continuait. Et d'ailleurs, on l'a vu. Euh, enfin, vraiment, je ne sais pas comment il peut être malade parce qu'il avait le teint tout à fait, voilà, bon. Même Voilà. pas, même pas une petite grippette, Non. contrairement par exemple à François Bayrou qui avait dit vaccinez-vous contre la grippe et qui a quand même fini à l'hôpital. Et notre ministre, hein, perclue, elle, non pas de maladie mais de conflit d'intérêts, la ministre de la Santé française, quant à elle, eh bien, le signal être picousé, c'est bien, mais portez le masque. Et vous savez ce qu'il en est du masque. Sur la bouche et... Sur le nez, parce que c'est dans le nez qu'on met la pipette pour. Voilà. Rappelez-vous. Et c'est pas et voilà. Non mais il nous alors elle s'en excuse presque la dame en disant ah mais bah non vous excusez pas vous continuez c'est tout ça continue. Et Pourquoi est-ce pensez que ça à vous changerait? laver les mains, chers Français. Voilà. Alors un auditeur une remarque hors contexte de l'émission vous recommandez le livre de Gérard Chevrier La prochaine guerre sera nucléaire. On Le l'a livre déjà est invité. décapant vous devriez l'inviter bien qu'il soit déjà passé à Radio Courtoisie il va chez nous d'ailleurs. Il a une explication originale de l'assassinat du président Kennedy. Eh ben, il y en a de nombreuses, hein, des explications sur Original. le président Kennedy. Oui. D'ailleurs, on espérait, et on espère toujours, du fait de la déclassification d'un certain nombre de documents, d'en savoir plus. C'est comme la liste Epstein, des dizaines de milliers de documents ont commencé à être divulgués. On vous en parlera si c'est nécessaire dans les semaines à venir. Pas de 4-1 aujourd'hui. Aïe, 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 j'enfourche ma bicyclette pour un week-end prolongé parmi les miens. Eh bien voilà, il n'y aura pas il transmet ses amitiés à Lara, Nicolas, Mike et Stéphane, mais il n'y aura pas de Stéphane 4-1 cette semaine, ce samedi. J'ai eu un 4-1 mercredi, dans le livre journal de la Résistance On française. l'embrasse. On embrasse Michel notre Dumas. poète préféré. Voilà, tout à fait. Merci. Bonjour Sébastien Quéré et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends et vous m'entendez bien? Magnifique. Ça ne peut Alors, pas bonjour à être vous et mieux. bonjour aux auditeurs. Voilà, les auditeurs de Radio Courtoisie. Sébastien Quéré, donc un ouvrage qui va montrer une révolution de l'histoire. C'est d'ailleurs, je vous ai interrogé dans le cadre d'une autre émission, un autre format, il y a peu. J'aimerais un petit peu peut-être qu'on revienne avant même de parler de cette année 79, que vous nous expliquiez, parce que je m'étais rendu compte qu'on n'était pas parti de là la dernière fois, sur ce que c'est, qu'est-ce que vous appelez, Sébastien Quéré, une révolution de l'histoire? Alors, pourquoi j'ai pris ce titre? C'est parce qu'une révolution, c'est souvent une accélération de l'histoire. La révolution française, la révolution russe, la révolution iranienne, c'est un moment où l'histoire est prise d'un accès d'hubris, hein, un accès presque de folie des fois, hein.
et surtout de l'accélération. On a un effet d'accélération qui a un impact durable sur la suite. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce terme, j'ai choisi ce terme révolution. J'aurais pu choisir un autre terme, un effet de basculement, un effet de seuil. Mais le mot révolution, du 1er janvier 1979 au 31 décembre, on a ce sentiment que la suite assez sidérante des événements qui s'enchaînent, il y a quelque chose d'irrationnel. Et souvent, dans des révolutions, il y a quelque chose d'irrationnel. Ouais. Et aussi, il y a souvent des conséquences à court terme, bien sûr, mais à long terme. Donc c'est pour ça que le mot révolution me paraissait pertinent. On rappelle, Sébastien Quéré, vous êtes diplômé de l'IEP de Toulouse, passionné par la quête de la connaissance. Vous avez été professeur d'histoire-géographie pendant 15 ans et vous êtes conférencier en géopolitique. Alors, cette année 1979, qu'est-ce qu'elle a de plus que l'année 78 ou que l'année 80 déjà, avant de rentrer petit à petit dans le détail de cette année, Sébastien? Alors, si on prend les événements majeurs de cette année 79, on voit aujourd'hui, on a du recul aujourd'hui, du recul avec des analyses historiques. On a, pour commencer, la révolution en Iran. Donc, on sait très bien qu'au Moyen-Orient, cette révolution a eu des conséquences systémiques fondamentales. Et encore aujourd'hui, bien évidemment, il suffit de voir les relations entre Israël et l'Iran, les États-Unis et l'Iran, alors que avant 79, les États-Unis étaient alliés avec l'Iran. L'Iran était un allié important au Moyen-Orient pour les États-Unis, et Israël avait d'excellentes, je le souligne dans le livre, d'excellentes relations avec l'Iran. Ils travaillaient ensemble sur beaucoup de dossiers économiques, militaires bien sûr, mais aussi le renseignement, les services secrets israéliens, le Mossad collaboraient avec la SAVAK iranienne. Et d'ailleurs, le Mossad a aidé dans les années 50 à la mise en place de la SAVAK en Iran, après le coup d'État de 1953. Donc, vous avez déjà, cet événement est un événement majeur en soi. Mais on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que, en fait, chaque mois, il y a un événement majeur qui a un impact durable au niveau géopolitique. Dès le 1er janvier, on a un événement très important qui est la normalisation des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine. Et c'est cette normalisation qui est le point de départ de l'ouverture de la Chine, qui est souhaitée par le dirigeant à l'époque, Deng Xiaoping, qui est un personnage important de l'année. Et donc, si vous voulez, tout au long de l'année, la Chine fait ses premières réformes, ce qu'on appelle les 4 modernisations, et pour aboutir à ce qu'est la Chine aujourd'hui. Mais je pense que quand les États-Unis, stratégiquement, ils se rapprochent des Chinois, d'abord du temps de Nixon et Kissinger, pour aboutir à ces normalisations, ils n'imaginent pas ce que serait la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire un concurrent. On appelle ça le piège de Thucydide. Mais 79 ouvre la voie à la Chine pour devenir une grande puissance mondiale, chose qu'elle a été aussi déjà dans le passé, dans l'histoire. Oui. Et là, on n'est qu'au début de l'année, et on arrive en mars, et en mars, il y a à nouveau des événements majeurs. Le premier d'entre eux, c'est le premier traité de paix entre un pays arabe, c'est-à-dire l'Égypte, et Israël. Alors ce traité de paix, traité de Washington, est une conséquence des accords de Camp David et une conséquence des négociations qui avaient été menées du temps de Kissinger notamment, avec Sadat et avec les Israéliens. Et donc, dans la foulée de ce traité, on a le second choc pétrolier qui va impacter l'économie mondiale de façon majeure, avoir des conséquences systémiques dans chaque pays, des conséquences sur la dette, des conséquences aussi sur l'URSS, qui va affaiblir, et on le souligne trop peu, l'URSS. On arrive, alors là je résume, parce qu'il y a beaucoup d'événements dans tous ces mois, j'ai ainsi dans le livre. En avril, c'est Thatcher qui arrive au pouvoir en Angleterre, et qui va rester au pouvoir 11 ans en Angleterre avec une influence sur l'économie et notamment la mise en place dans les années 80 du néolibéralisme en Angleterre et aux États-Unis. On a aussi à ce moment-là le pape Jean-Paul II qui va faire une visite historique en Pologne et qui va devenir un pape éminemment célèbre et aussi un pape éminemment politique,
puisqu'il va contribuer à développer un mouvement fort en Pologne autour de la religion, bien sûr, contre le communisme. Si on avance plus loin, on a Saddam Hussein qui prend le pouvoir en Irak, et ça aussi, ça a des conséquences majeures. Dès l'année suivante, Saddam Hussein rentre en guerre avec l'Iran, une guerre qui va durer 8 ans. Et j'avance plus vite, mais à la fin de l'année, on a à nouveau des événements très, très, très importants. On a la prise d'otages, 2 prises d'otages consécutives, une à Téhéran, où le personnel diplomatique de l'ambassade est pris en otage par des étudiants, ce qui va durcir considérablement la révolution et aussi tendre les les relations entre les États-Unis et l'Iran. Et enfin, en toute fin d'année, on a je dirais, le sommet de l'année qui est incarné par cette invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques. Alors cette invasion qui est assez curieuse finalement, puisque depuis l'année précédente, l'Afghanistan était un pays qui était devenu communiste par un coup d'État. Donc les Soviétiques font une intervention pour mettre fin à un régime communiste, qui est curieux. Et ça, je le développe dans le livre. Exactement. Un certain nombre de citations qui accompagnent le livre, donc 1979, une révolution de l'histoire, édition Perspective Libre, que j'apprécie particulièrement. Là. Il y a des millésimes dans le vin, et il y a des millésimes dans l'histoire, et l'année 79, par pure coïncidence, s'est avéré être un château Margaux, l'un de ces grands crus au goût persistant longtemps après que la bouteille a été vidée. Thomas L. Friedman. Donc, ça veut dire, on va revenir sur chacun de ces éléments, mais que, eh bien, il y a un goût persistant longtemps après que la bouteille a été vidée, c'est-à-dire longtemps après 1979. Ce qu'il y a aussi de frappant, c'est que c'est pas seulement une année pleine de bruit et de fureur et qui ne signifierait rien, pour paraphraser Shakespeare, mais au contraire, une année qui va avoir beaucoup, beaucoup d'influence sur le futur des équilibres géopolitiques. Tout à fait. Et en fait, alors je reviens sur Thomas Friedman qui a écrit cette phrase que vous avez citée, qui est effectivement. Et Thomas Friedman, c'est un éditorialiste au New York Times. D'accord. Et il fait partie des auteurs qui m'ont permis de découvrir l'importance de cette année 79. Il a écrit un livre très important qui s'appelle Récent, de Beyrouth à Jérusalem, où j'ai trouvé beaucoup d'éléments de recherche. Et lui, notamment aussi le premier, c'était Amin Malouf et Gilles Kepel également. Voilà, j'ai trouvé beaucoup d'informations avec ces auteurs pour me décider à faire des recherches il y a 2 ans. Je ne me rappelle plus votre question, c'était... La question, c'est justement le côté persistant. Bien après que la bouteille ait été vidée, le goût c'est le côté persistant. Cette année 79, elle va avoir une incidence qui va bien au-delà de l'année. Oui, c'est en fait souvent une année, voilà, il y a des événements, mais quand on prend les événements les uns avec les autres, avec du recul, avec aussi l'analyse des archives déclassifiées, du travail des historiens, c'est comme si on faisait un tissage ou un puzzle, comme vous voulez, des événements entre eux, et on voit que tout ce qui s'est passé au Proche-Orient explique des éléments géopolitiques d'aujourd'hui au Proche-Orient. Je prends l'exemple du Hamas, dont on parle évidemment beaucoup. Ouais. Le Hamas, il est fondé en 79. Tiens donc. Alors, pas sous ce nom. Le nom initial, c'est Mujama. Il prendra le nom de Hamas pour devenir vraiment un mouvement militaire après la première intifada, donc première intifada 86-87. Mais au début, à Gaza, il y a une intention d'ouvrir ce mouvement qui est dirigé déjà par Sheikh Yassine, qui sera assassiné dans les années 2000 par Israël. Ouais. C'est un mouvement qui se veut social, c'est-à-dire qui va aider la population, mais rapidement, il va être instrumentalisé. C'est-à-dire l'objectif, pourquoi on laisse le Mujama se développer, c'est parce que c'est divisé pour mieux régner, si vous voulez. À l'époque, ce qui est connu, c'est l'OLP, le Fatah, de Yasser Arafat. Et l'idée, c'est d'avoir ce mouvement islamiste qui va s'opposer au mouvement nationaliste laïque de l'OLP de Yasser Arafat. Donc l'idée, c'est d'affaiblir
le, l'OLP. Et en fait, on va voir ce mouvement se développer jusque les années 2020. Et souvent, et d'ailleurs les chercheurs israéliens l'ont reconnu, même Mhm. des personnes qui étaient aux affaires, qu'ils avaient favorisé le développement du Hamas. Et Haaretz et le Jerusalem Post, deux journaux israéliens, ont fait une étude là-dessus pour montrer que ça a été renforcé, ce soutien par Benjamin Netanyahou, où on sait aujourd'hui qu'il y avait dans les années 2000, avant le 7 octobre, Ouais. des valises venant du Qatar qui transitaient par Israël pour arriver dans la bande de Gaza. Exactement, oui. Donc vers le Hamas, un financement auquel participait Israël, quoi qu'ils en disent aujourd'hui, et surtout après le 7 octobre. Je prends l'autre mouvement connu donc au Liban, le Hezbollah. Donc le Hezbollah, c'est aussi tient directement son origine à 1979. 119. Donc le Hezbollah est un mouvement basé au Liban, un mouvement chiite. Ouais. Donc je rappelle que l'Iran, c'est une révolution qui est devenue islamique. Et je souligne qu'au départ, ce n'est pas une révolution islamique. Au départ, c'est une révolution tout court qui, euh, qui concentre toutes les strates de la société iranienne contre le Shah, mis à part ceux qui profitaient, les privilégiés qui profitaient des largesses du Shah, Mhm. et qui d'ailleurs se sont empressés de partir rapidement pendant la Révolution. Donc elle est devenue islamique au fur et à mesure, Ouais. au fur et à mesure, et surtout après la prise d'otage de novembre 79. Et donc, pourquoi je dis que le Hezbollah est directement lié à cette année-là? C'est parce que Khomeini, il avait l'intention d'exporter sa révolution. Hein, Mhm. c'est un peu comme Trotsky voulait exporter la révolution russe. Et ben, c'était son intention. Et où il voulait l'exporter? Il voulait l'exporter d'abord dans le monde chiite. Donc, je rappelle que le chiisme est une minorité dans le monde de l'islam, le sunnisme étant une majoritaire. Mais on a des chiites en Irak et au Liban. Et une des explications de la guerre entre l'Iran et l'Irak de l'année suivante, c'est cette volonté de développer la révolution chiite en Irak, ce qui inquiétait Saddam Hussein. Et au Liban, le Liban, c'était la particularité du Liban, c'est que c'est proche, très proche d'Israël. Et donc, il va y avoir une entente entre Khomeini et Hafez el-Assad contre Israël. Mhm. Hafez el-Assad, il avait constaté que militairement, il ne faisait pas le poids face à Israël, notamment son armée de l'air. Et depuis mars, il n'avait plus avec lui l'Égypte, qui était une grande puissance militaire, puisque l'Égypte avait fait la paix avec Israël. Donc Hafez el-Assad, qui considérait cette paix comme une trahison, il avait comparé le président égyptien Sadat à Pétain. Et il considérait qu'il fallait être désormais plus machiavélique dans son affrontement avec Israël. Et donc, il va faire une sorte d'alliance stratégique secrète avec l'Iran pour créer une milice paramilitaire Mhm. au Liban qui s'appellera le Le Hezbollah. Hezbollah. Et c'est à partir de là qu'on va avoir des conseillers iraniens, les fameux gardiens de la révolution, qui ont été créés donc en mai 79, qui vont arriver très secrètement au Liban. Et c'est là qu'il y aura les premiers attentats contre les intérêts français, le Drakkar, contre les États-Unis également. Eh oui, c'est une année vraiment majeure, on s'en dit. Alors et c'est pas l'anecdote, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et c'est pas quelque chose qui va surgir spontanément et qui pourtant, même si on peut se poser la question de l'importance, un, de ces élections et deux, de cette institution, néanmoins, cette auditrice nous rappelle qu'en 79, eh bien, eurent lieu les premières élections des députés européens au suffrage universel. Et que, à sa suite de ces élections, Simone Veil a été élue présidente du Parlement européen. Vous en parlez, ça, dans votre livre? Oui, j'en parle effectivement. C'est un événement parmi tant d'autres, Oui. mais un événement. Mais c'est vrai qu'on est, hein, comme je vous l'ai dit, on est frappé par, quand on regarde la chronologie à la fin du livre, on se dit, ça donne le tournis de voir autant d'événements durant cette année. Mais c'est effectivement, j'en parle dans le livre,
c'est à souligner, ces premières élections au suffrage universel du Parlement européen, donc la première fois qu'on élit des députés européens. Et effectivement, Simone Veil devient la première présidente du Parlement européen. C'est aussi, cette année-là, au niveau européen, le lancement du système monétaire européen qu'on va appeler l'ECU. L'ECU qui est en fait l'ancêtre de l'euro. Et oui, en tant que monnaie qui aurait pu être commune à ce moment-là et non unique, comme ce fut finalement décidé par la suite. L'année 89 voit donc Simone Veil à la tête du Parlement européen, mais une autre 79. voilà, 79, pardon. Mais une autre femme surgit dont l'importance va être considérable, en tout cas en Europe et en Grande-Bretagne, c'est Margaret Thatcher. Oui, Margaret Thatcher arrive au pouvoir en mai, donc elle est issue du Parti conservateur. Alors, il faut savoir que la situation en Angleterre en 79, et les années aussi précédentes 79, mais ça culmine en 79, on appelle ça en Angleterre l'hiver du mécontentement. La situation économique est catastrophique. Il y a des pénuries, il y a des coupures, il y a une dette très importante, du chômage, enfin, tout est réuni hein, pour faire en sorte que Thatcher arrive au pouvoir. Euh, Contrairement à ce qu'on nous dit souvent, Thatcher, elle va pas tout de suite, dès qu'elle arrive au pouvoir, faire une révolution néolibérale. Elle est beaucoup plus prudente et elle sait très bien qu'au sein du Parti conservateur, on se mit fidèle. Hein. Donc elle va manœuvrer, je dirais, lentement, mais sûrement. Et c'est que à partir des années 80, et je dirais qu'il y a un moment clé pour elle, c'est la victoire, enfin la guerre des Malouines. La guerre des Malouines, ça va la rendre populaire. Hein, des fois, les guerres rendent populaire dans un Oui, pays. oui, oui, bah, Donc, c'est souvent le cas d'ailleurs. ouais, c'est souvent le cas. Sauf quand elle est perdue. Sauf une fois qu'elle est perdue. Voilà. Et du coup, dans les années 80, on va vraiment avoir ces politiques économiques thatchériennes, qu'on a appelées thatchériennes, qui vont se mettre en place, notamment les privatisations, son bras de fer aussi avec les syndicats, les fameuses grandes grèves qui vont avoir lieu en Angleterre. Euh, Aujourd'hui, Thatcher, moi, qui m'a frappé, après 11 ans de pouvoir, c'est que elle est vraiment clivante en Angleterre, si vous voulez. Elle peut être beaucoup aimée, mais très, très détestée aussi, hein, la Dame de Fer. Et je rappelle d'ailleurs qu'elle s'appelle, on l'a surnommée la Dame de Fer, c'est les Soviétiques qui l'ont appelée la Dame de Fer euh, avant même qu'elle soit au pouvoir par rapport à son farouche anticommunisme qu'elle manifestait. Alors, Thatcher va avoir de l'influence en Angleterre, bien sûr, mais aussi dans le monde, puisque cette adoption finalement des potions néolibérales vont être les mêmes aux États-Unis sous Reagan, mais c'est dès 79, souvent on attribue à Reagan le changement de politique monétaire, mais c'est en 79, donc sous Jimmy Carter, c'est le président démocrate qui va, suite aux conséquences notamment du second choc pétrolier, qui va nommer à la tête de la Fed Paul Volcker, et c'est Paul Volcker qui va changer la politique économique en adoptant une politique monétariste qui signifie une hausse importante des taux d'intérêt pour juguler l'inflation. Et ces hausses de taux d'intérêt vont avoir des répercussions majeures en URSS, qui va être étranglé sur l'augmentation, par cette augmentation des taux. Ça, c'est Henri Laurence, le grand spécialiste du Moyen-Orient. C'est de lui que j'ai appris ça dans un colloque. Et il va y avoir aussi une crise de la dette majeure dans les pays du tiers-monde. Voilà, parce que l'année 79, c'est l'année où émerge cette pratique économique et financière qui est le monétarisme. Et le monétarisme, ça va être en effet ce fait de jouer sur les taux d'intérêt, justement, ce qui permet, entre autres, de faire évoluer la masse monétaire, puisqu'on veut juguler l'inflation, souvent. Et que 79, on le sait, c'est par ailleurs année de choc pétrolier, donc de surenchérissement du coût de l'énergie, donc inflation. Oui, et en fait, l'inflation est aussi, le choc pétrolier est aussi lié à l'inflation, parce que les pays producteurs de pétrole
voyaient leurs bénéfices un peu mangés par cette inflation. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils se disaient, Ouais. on va aussi augmenter les prix. Il faut dire, que les prix étaient structurellement bas à l'époque, hein, qu'il y avait je dirais, c'est Raymond Aron qui l'a avancé en 79, qu'il y avait une certaine logique pour les pays producteurs, l'OPEP, d'augmenter les prix. Mais ils l'ont fait Euh, brutalement. c'est ça. Et après, il y a eu des effets psychologiques, comme souvent sur ce type de choc économique, qui ont fait que ça a été ça a été très loin, hein, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant dans cette décision des pays producteurs de pétrole d'augmenter les prix, c'est que l'homme qui est aussi le premier dans les starting blocks, je dirais, pour cette augmentation, c'était le Shah d'Iran. Oui. Et il y a de multiples raisons, de multiples facteurs, évidemment, à la révolution en Iran. Mais il y a des raisons qui sont assez intéressantes, moins connues, sur les actions du Shah. Vous savez, le Shah, dans les années 70, même si c'était un allié important, un pilier de l'Occident, je me souviens, Carter avait dit un îlot de stabilité dans ce monde du Moyen-Orient. Euh, le Shah, il avait des relations très compliquées avec les Occidentaux, très compliquées, surtout avec les Anglais. Ça se passait pas très bien. Ouais. Euh, ce qui est C'est intéressant, difficile, c'est très difficile de dire que les choses se passent bien avec les Anglais, hein, moi, constaté. ce qui est très intéressant à noter, c'est que après le coup d'État de 1953, je rappelle, ce coup d'État, il est majeur, puisque il a humilié, si vous voulez, le peuple iranien. Et cette révolution de 79, c'est aussi une révolution euh, parce que le peuple iranien se sentait humilié par le Shah. Oui. Et il y avait ce sentiment chez les Iraniens que le gouvernement iranien était dirigé de l'extérieur. Et on appelle ça les dirigeants dirigés, un concept très, très important. Et en 53, qu'est-ce qui s'était passé? Le Premier ministre de l'époque, il avait décidé de nationaliser le pétrole. Et ça n'avait pas plu du tout aux Anglais. Et les Anglais avaient fait pression sur Eisenhower pour, euh, pour faire un coup d'État qui a eu lieu, qui a fonctionné et qui a permis aux Américains de remettre le jeune Shah au pouvoir. Et là, ils ont négocié un contrat avantageux pour les compagnies pétrolières occidentales qui durait jusqu'à fin 78. Mhm. Et donc fin 78, c'est juste avant la Révolution, hein, bien sûr, parce que la Révolution commence en janvier. Et dans cette renégociation du nouveau contrat avec le Shah se montrait beaucoup plus exigeant, récalcitrant aux demandes anglaises. Mhm. Et donc c'est intéressant de voir qu'à un moment de Qui a renégociation, probablement été fatal. voilà, et il y a beaucoup de choses hein, qui déplaisaient d'une certaine façon aux Occidentaux. On a aujourd'hui des rapports de la CIA. Bon, il était aussi très malade. Hein, il avait une maladie. Alors tout ça, c'était secret. Hein, personne ne le savait. Mhm. Mais il avait une maladie comme la maladie du sang, comme Georges Pompidou. Oui. Et donc, il était aussi affaibli. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans cette révolution en Iran, et ce qui est intéressant sur 1979, c'est de pouvoir avoir du recul pour trouver des morceaux du puzzle qu'on n'avait pas à l'époque et qui nous empêchaient de voir tous les éléments qui étaient tissés les uns avec les autres pour expliquer un phénomène géopolitique. Je prends un autre exemple. En Afghanistan, c'est pas après l'invasion soviétique de l'Afghanistan que la CIA, les Américains ont commencé à soutenir les Moudjahidines. C'est avant, c'est 6 mois avant. C'est-à-dire que, et ça, on ne pouvait pas le savoir. Hein, ça a été révélé bien plus tard, notamment par Brzezinski, euh, dans un fameux interview au Nouvel Observateur dans les années 90. On appelle ça une covert action, c'est-à-dire une opération clandestine qui s'appelait l'opération Cyclone et qui va durer quand même jusqu'en 1992. C'est l'opération la plus longue, covert action la plus longue de l'histoire de la CIA. Et donc rappelons ce que c'est, parce qu'elle a son importance, cette opération Cyclone. C'est la volonté des Américains de mettre en place une stratégie pour affaiblir les Soviétiques, parce que les Soviétiques,
ils sont dans une situation compliquée en Afghanistan parce qu'il y a un régime communiste au pouvoir, mais ce régime communiste, il fait un peu n'importe quoi. En tout cas, il ne prend pas en compte la société afghane, et notamment ses bases religieuses. Le régime communiste veut tout simplement fait fermer des mosquées, il y a une répression considérable, il y a même des camps de concentration. Et donc rapidement, les soviétiques s'aperçoivent que ce régime est une épine dans le pied, hein. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en 79? Dès 78, c'était déjà en place, mais il y a une révolte des Moudjahidines contre le régime communiste. Et donc, la stratégie américaine, c'est bien évidemment de soutenir ces régimes, ces Moudjahidines, euh, contre le régime communiste, puis après contre les soviétiques. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce que le plan sera majeur, parce qu'il sera une alliance entre les États-Unis, avec l'Arabie saoudite qui a apporté ses dollars, et le Pakistan, pays voisin. Et c'est là où on voit tout est systémique. Parce qu'en 79, les Américains découvrent que le Pakistan est proche d'avoir la bombe nucléaire, en tout cas un programme nucléaire avancé. Donc ils sanctionnent le Pakistan parce que le Pakistan, en plus, a condamné à mort le dirigeant laïque Ali Bhutto, qui était un dirigeant historique du Pakistan, qui a été condamné à mort en avril 79. Et malgré ces deux faits, ils sanctionnent au départ, mais comme le Pakistan va être stratégiquement très important dans le plan contre l'URSS en Afghanistan, ils vont évidemment pas sanctionner à la fois sur le programme nucléaire. Donc, du coup, le Pakistan aura la bombe nucléaire dans les années suivantes. Ouais. Et le Pakistan va devenir un allié très fort des États-Unis, évidemment en monnayant leur partenariat très cher, hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Quand les États-Unis veulent un allié, en 79 par exemple, ils vont renforcer leur alliance avec Israël et avec l'Égypte, mais aussi en leur donnant des milliards. Et aujourd'hui, quels sont les 3 pays qui sont les plus aidés des États-Unis? 1, Israël, 2, l'Égypte, 3, le Pakistan. La revue géopolitique profonde, avec actuellement dans cette revue qui est mensuelle, 1 semaine de gratuité dans sa version papier comme numérique pour accéder à des formations en ligne en matière de décentralisation financière avec de la géostratégie, de la technoscience, mondialisme, macroéconomie, placement, avec par exemple Sylvain Ferreira, la bataille urbaine du siècle en géostratégie, ou encore Laurent Ozon sur la technoscience. Donc vous avez énormément d'auteurs. Pierre-Antoine Plaquevent, que j'apprécie particulièrement, La France sacrifiée par le messianisme. Nous allons retrouver Sébastien Quéré pour son ouvrage 1979, une révolution de l'histoire aux éditions Perspectives Libres. Auparavant, une remarque, question plutôt d'auditrice. Que pensez-vous du vol effectué alors que les titres d'emprunt russes n'ont pas été remboursés à leurs détenteurs? Bon, je suppose que les emprunts auxquels fait référence notre auditrice, ce sont ces emprunts qui avaient été contractés par le régime tsariste, hein, et qui donc ont été répudiés, certes, à partir de 1917, à ce que je sache, et puis pour des sommes qui n'ont strictement rien à voir. Je crois que finalement, il y a eu un accord qui a été trouvé vers la fin du XXe siècle, hein, entre la France et la Russie, pour, je crois, un dédommagement donc c'était en 96 ou 97, si mes souvenirs sont bons, pour un dédommagement, je crois, sur 2 milliards de francs. Là, on est sur plus de 200 milliards d'euros et on a déjà volé des milliards d'euros de principal. Alors vous allez me dire, il y a l'inflation qui est passée par là. Enfin, il y a surtout qu'un régime a changé. À ce que je sache, le vol manifeste dont il est question là, actuellement, eh bien, et j'aimerais bien que ce soit lié à un changement de régime. Un changement de régime peut faire qu'on répudie une dette. Mais que ce soit en France ou que ce soit au sein de l'Union européenne, eh bien, à ce que je sache, c'est toujours les mêmes qui nous dirigent. On souhaiterait bien cette révolution. On souhaiterait bien peut-être à ce moment-là des répudiations d'emprunts et de dettes, surtout pour ce qui nous concerne, quand on sait que nous avons un dernier président qui nous a endettés à plus de 1000 milliards d'euros, je le rappelle,
en l'espace de 8 ans, je pense qu'il y a de la répudiation de dette qui s'imposerait aujourd'hui. Donc je ne pense pas qu'on puisse pas vraiment faire de rapprochement direct entre ce que les communistes et les soviétiques feront en 1917 avec ce qui se passe aujourd'hui pour les avoirs de la Banque centrale russe. Mais en tout cas, la question méritait d'être posée. Merci, chère auditrice. Allez, on revient vers vous, Sébastien Quéré, 1979, une révolution de l'histoire. Donc, le point central, le point pivot de cette année 79, c'est clairement, même si on va revenir sur peut-être la Chine, mais sur les États-Unis, sur la Grande-Bretagne, c'est ce Proche-Orient, ce Moyen-Orient, Sébastien Quéré, avec des évolutions, que ce soit d'ailleurs dans les courants sunnites comme dans les courants chiites. On est d'accord que tous les courants de l'islam vont être, ils bouillonnent et il va y avoir des évolutions liées probablement beaucoup aussi à des interventions de services étrangers occidentaux, extérieurs occidentaux. Il y a aussi, je crois, la naissance de Daesh, c'est ça en 1979 ? Alors, c'est pas la naissance de Daesh, les naissances d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, pardon. Al-Qaïda. Oui. Mais Daesh, si on tire le fil, est aussi une conséquence de 79, puisque Daesh naît en Irak dans les années 2000, donc une conséquence de la deuxième guerre d'Irak. Et donc, quand on sait que Saddam Hussein est venu au pouvoir en 79, je raconte d'ailleurs quand il est venu au pouvoir, alors il était déjà évidemment au pouvoir, mais il n'avait pas un pouvoir total. C'est en juillet et en fait il organise une sorte de réunion avec tous les membres du parti Baas et en pleine réunion il désigne des coupables, des traîtres et en pleine réunion dès sa prise de pouvoir. On a retrouvé des vidéos de ce procès dans les archives à Bagdad après 2003. C'est assez impressionnant de voir ça. Alors, Al-Qaïda, plus précisément, oui, pour la simple raison que qui sont les deux fondateurs d'Al-Qaïda? C'est Oussama Ben Laden, qui est évidemment très connu, et moins connu, un homme qui s'appelle Azam. Et Azam, c'est lui vraiment le fondateur du djihad, ce qu'on appelle le djihad moderne. Azam, c'est un Jordanien, palestinien, il me semble, qui enseignait en Arabie Saoudite. Et en 79, là où il faut aller, là où il y a une résistance islamique, c'est bien évidemment en Afghanistan. Et donc Azam est présent. Et en 79, les services secrets saoudiens rencontrent le jeune Oussama Ben Laden, qui est un des innombrables fils d'un entrepreneur du bâtiment richissime en Arabie Saoudite. Il demande au jeune Ben Laden de rejoindre l'Afghanistan et faire bénéficier de ses réseaux, de son argent également. Beaucoup d'argent saoudien vont aller en Afghanistan, financer des groupes islamistes, mais des groupes islamistes radicaux. Hein. C'est aussi le choix des Saoudiens, des Américains et des Pakistanais de financer principalement des groupes radicaux comme celui de Gulbuddin Hekmatyar. Et donc le jeune Ben Laden se retrouve en Afghanistan, dans ce djihad contre l'envahisseur soviétique, et il rencontre Azam, et les deux hommes vont, dans les années 80, fonder Al-Qaïda, qui s'appelle la base. Donc on voit bien encore que l'année 79 est à l'origine d'un mouvement très important, puisque à la base, Al-Qaïda est créé dans une alliance américano-saoudienne, mais qui va se retourner contre les Saoudiens, contre les Américains, pardon. Et un des hommes préférés de la CIA dans les débuts des années 80 deviendra un des ennemis numéro un après le 11 septembre 2001, par exemple. Oui, absolument. Le fondamentalisme aussi saoudien est issu de cette année 79, parce que, en tout cas, le rigorisme wahhabite, c'est-à-dire que 79, c'est une année aussi
particulière avec, je crois, une prise d'otage aussi à la Mecque. Cette prise d'otage n'est pas très très connue, beaucoup moins que la prise d'otage du 4 novembre à Téhéran. Le 20 novembre, c'est une prise d'otage donc à la Mecque d'un commando saoudien, de radicaux saoudiens. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est, ils estiment que la monarchie saoudienne ne remplit pas son rôle. Je rappelle que l'Arabie saoudite est le seul pays au monde où, dans le nom même du pays, on a le nom de la dynastie régnante, les Saouds. Les Saouds. Et ce commando, Ça fait un certain temps qu'il n'y a plus de francs, ouais, c'est vrai. il estime tout à fait que la monarchie saoudienne est bien trop libérale et voudrait mettre en place un islam beaucoup, beaucoup plus rigoureux, un islam, on va dire aussi, quelque part un peu illuminé, c'est-à-dire ils pensaient que parmi eux, parmi les membres du commando, il y avait un élu, ce qu'on appelle le Mahdi, qu'on retrouve aussi dans le schisme. Bon, en tout cas, la prise d'otage a été réussie et les forces saoudiennes n'arrivaient pas à déloger ce commando de la Mecque. Alors, à un moment donné, il y a eu, on a cru enfin, que la famille Ben Laden était liée à ce commando parce que c'était eux qui avaient fait les travaux de rénovation de la Mecque et que c'est eux qui avaient les plans nécessaires, les plans du bâtiment nécessaires pour faire une action. Et ils mettaient du temps à les donner, etc., etc. Donc il y a eu ce sentiment-là que la famille Ben Laden pouvait être liée au commando. Et donc à ce moment-là, c'était catastrophique pour les Saoudiens qui essayaient tant bien que mal de couvrir l'événement, enfin de le cacher, de le dissimuler. Et le prince Turki, qui était le responsable des services secrets saoudiens, connaissait très bien Alexandre de Maranche, qui lui dirigeait les services français. À l'époque, le SDEC, l'ancêtre de la DGSE. Et donc, il va demander à Alexandre de Maranche de l'aide, et de Maranche va demander à Giscard d'Estaing si la France pouvait faire intervenir le GIGN. Sur accord du président, le GIGN va arriver sur place, mais le GIGN ne pouvait pas intervenir directement parce que ses membres n'étaient pas musulmans. Donc, ils vont apporter de la logistique, ils vont apporter du conseil, mais c'est des forces spéciales pakistanaises qui vont faire l'assaut final, un assaut meurtrier, hein, parce que c'est des centaines de morts, hein, cette prise d'otage, et tous les membres du commando vont être arrêtés et condamnés à mort, publiquement d'ailleurs, hein, la sentence en Arabie Saoudite, pour bien montrer que désormais les choses allaient changer en Arabie Saoudite, et effectivement cette prise d'otage va aboutir à ce que souhaitaient finalement les preneurs d'otages. C'est un raidissement de la politique religieuse en Arabie Saoudite, le wahhabisme, mais aussi dans le monde entier. Hein, c'est le début de ce qu'on appelle la diplomatie religieuse saoudienne, qui est bien décrite par Pierre Conessa, et dont un des éléments les plus importants, c'est l'Afghanistan, où dans le djihad contre l'URSS, les Saoudiens sont le principal bailleur de fonds. Et beaucoup de Saoudiens vont aussi devenir des moudjahidines parmi cette fameuse légion étrangère du djihad. Hein. Il y a des musulmans qui venaient du monde entier pour faire le djihad en Afghanistan. Hein. Ça, c'est très important parce que quand la guerre en Afghanistan va se finir, ils vont revenir chez eux. Et c'est là qu'il va avoir des conséquences. Donc, on a parlé d'Al-Qaïda, mais on peut parler aussi en Algérie, dans les années 90, avec le GIA. On peut parler de la Tchétchénie, on peut parler de la Bosnie. Hein, on voit les conséquences systémiques que je détaille précisément dans le livre. Oui. Mais en histoire, souvent, quand on joue aux apprentis sorciers, comme l'ont fait les Américains avec l'islam, avec l'islamisme en 79 et dans les années 80, il y a des conséquences de boomerang, si vous voulez. C'est assez systématique. Et il y a des choses très étonnantes. 79 est une année imprévisible, mais l'histoire est imprévisible. Oui. Ça m'a frappé récemment de voir, vous savez, le dirigeant syrien, qui n'est pas président, il n'a pas été élu, Al-Shara, Ouais. Al-Golani. Qui aurait dit
dans les années 2000, en 2015 qu'un des dirigeants de Daesh, puis d'Al-Qaïda, qui aurait dit Le bras qu'il droit serait accueilli, d'Al-Baghdadi. bras droit d'Al-Baghdadi, dirigeant d'Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie, un djihadiste qui aurait dit qu'il serait accueilli à Paris, qu'il serait accueilli à la Maison-Blanche, les bras ouverts, que... Mais c'est- ça, quand c'est- même, les oui, sommets du cynisme non, mais géopolitique. il y a quelque chose d'hallucinant quand on y réfléchit bien. Ah, Un oui. co- si on nous avait dit ça en 2015, on ne vous aurait pas cru, hein. Et c'est ça qui est intéressant aussi sur l'année 79, c'est de constater à quel point l'histoire a quelque chose d'irrationnel et d'imprévisible. Ouais, et puis de fait que finalement on ne demande même plus aux responsables occidentaux de se justifier, hein, parce que nous sommes quand même dans une période de décadence informationnelle que je trouve dramatique, hein. Quelqu'un comme Macron ou Trump d'ailleurs ait pu recevoir Al-Joulani comme ils l'ont fait, sans que cela ne pose, semble-t-il, de problème majeur au système informationnel occidental est affligeant et aberrant. Enfin, c'est effarant, je dirais même. C'est évident. Oui, Euh, d'autant plus qu'Al-Julaini, je fais et une il remarque bombarde là-dessus. l'État En fait, islamique. Et Trump se paie le luxe d'attaquer l'État islamique en Syrie en même temps. voilà. Et en plus, l'opération Covert Action qui ressemble aussi à celle qui avait lieu en Afghanistan à partir de 79, mais cette fois-ci en Syrie, Timber Sycamore, donc en 2011, le but, c'était quand même, un des buts de cette opération, c'était qu'on n'ait plus des bases russes en Syrie, des bases militaires comme la base de Tartus. Or, Jolaini a réussi à jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire il s'est rapproché des Américains, mais aussi il a permis aux Russes de garder leur base militaire. Donc Jolaini, c'est quand même au niveau politique quelqu'un de très malin, hein, de Oui, redoutable oui, en tout cas. oui, oui. Oui, mais bon, c'est comme le fait que, bien, sous son autorité, la Syrie va ouvrir son espace aérien aux chasseurs et bombardiers israéliens. Et après, on va nous expliquer, évidemment, en France, que le seul moyen de lutter contre le terrorisme, c'est de soutenir Israël. Non, mais ce serait, si c'était pas si triste, ce serait à hurler de rire. Sébastien Quéré, j'aimerais qu'on revienne aussi sur un moment 1979, et c'est là aussi que peut-être 79 ouvre quelque chose, même si le mouvement néoconservateur ne débute pas en 79, mais il est en crise aujourd'hui. Écoutez, 45 ans ensuite, 46 ans après, c'est-à-dire ceux qui vont arriver au pouvoir, même si en 79 vous avez encore Carter, donc le côté plutôt mondialiste, trilatéral, etc., et qu'on va aller vers des mouvements de type néoconservateur qui vont influencer l'histoire et qui vont donner à l'Amérique empire l'hégémonisme que nous avons connu par la suite. Donc et puis c'est vrai aussi avec Margaret Thatcher. Est-ce que vous pouvez parler de ce mouvement justement néoconservateur et de son essor, pas son émergence, hein, mais son essor? Alors son essor date des années 70 d'abord. Ouais. Des hommes qu'on connaît très bien, des néoconservateurs comme Donald Rumsfeld, étaient déjà aux commandes sous Gerald Ford, donc juste après Nixon. Mais c'est évidemment après 79 que ce mouvement va se développer sous Reagan. Là, il y a un phénomène très intéressant parce que ce mouvement se développe conjointement au développement du mouvement évangélique. Le mouvement évangélique est un soutien très important de Reagan d'un point de vue électoral. Ouais. Les évangéliques votent massivement pour les républicains. Donc Reagan va bien sentir cette évolution aux États-Unis et il va s'appuyer sur les évangélistes. Et les évangélistes, dans le mouvement évangéliste, il y a aussi beaucoup de sionistes chrétiens et les évangélistes vont être très proches du Likoud qui était au pouvoir en Israël. Et ce qu'on observe dans les années 80, c'est que le lobby AIPAC va devenir de plus en plus un lobby pro-Likoud. Et ça, c'est vraiment les années 80, c'est un parallèle entre le développement du mouvement évangélique aux États-Unis qui devient politisé, qui est vraiment un mouvement allié à Reagan, et en parallèle
un développement du sionisme chrétien et du messianisme en Israël. Les trois évoluent dans le même sens, si vous voulez. Ouais. Et ce développement, en fait, de la force, on va dire, du Likoud, la force du Likoud, pour moi, c'est d'avoir beaucoup d'appui aux États-Unis, et notamment dans l'EPAC. Et c'est incontestablement la principale force de Benjamin Netanyahou. Vous savez, Netanyahou, quand il vient faire un discours au Congrès qui dure 55 minutes, il va être ovationné 58 fois. C'est ça. Donc voilà. Et donc, c'est vrai que ces années 80 voient ce mouvement se renforcer considérablement. Et d'ailleurs, Netanyahou, qui a en 79 ouvert un institut contre le terrorisme qui porte le nom de son frère, qui était décédé dans un assaut d'un commando israélien 3 ans auparavant, son entrée en politique, c'est 79, puisque l'inauguration de cet institut à Jérusalem se fait en 79, et on a déjà, à cette inauguration, on observe déjà la présence du directeur de la CIA, de personnalités importantes de l'État profond américain, si vous voulez. Et donc, c'est très important de noter que dans les années 80, à partir de 79, on a ce parallèle entre le développement, si vous voulez, de l'évangélisme comme mouvement influent politiquement aux États-Unis. D'ailleurs, tous les présidents républicains vont s'appuyer là-dessus par la suite. Hein. C'est pas que Reagan, c'est les deux Bush, et bien évidemment, et encore plus Donald Trump. Et ça a des conséquences, ça, parce que ça va renforcer, pour moi, le Likoud, en fait, tout simplement. Les deux sont liés, c'est deux forces qui agissent ensemble, en fait. Donc ça vient aussi de 79. Ouais. Où en 79, les États-Unis sont une puissance qui est vue comme étant fragilisée. C'était un peu une année pas bonne pour les États-Unis. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est ce que nous avions dit sur une autre émission ensemble, Sébastien Quéré, c'est-à-dire que 79, c'est une année où, à écouter les commentaires politiques, géopolitiques, eh bien, nous connaissions un déclin américain et des années glorieuses pour l'Union soviétique. On a vu quelques années après que tout ça a basculé dans l'autre sens. Oui, c'est ça qui est vraiment... L'inverse des prévisions. Tout à fait, à remarquer sur cette année-là. Donc, on l'a dit, une mauvaise année, on va dire, les États-Unis. Les États-Unis sortent de la fin de la guerre du Vietnam, du scandale du Watergate. 79, c'est la crise économique liée au choc pétrolier. En juillet, Carter fait un discours, le malaise pitch, qu'on appelait le discours du malaise, parce que il fait un discours pas du tout dans une attitude américaine, optimiste, et Reagan va en jouer. Hein, Reagan va en jouer. Reagan, il va arriver. Moi, je vais redresser les États-Unis, et il va relancer aussi la guerre froide. Mais la guerre froide, c'est pas que Reagan. La guerre froide est relancée véritablement en 79, puisque alors que Carter, au départ, c'est un président de la détente, au sein de son administration, il y a deux courants. Il y a son conseiller à la sécurité, Brzezinski, qui est pas favorable à la détente, Ouais. un anticommuniste farouche, et il y a son secrétaire d'État qui est favorable à la détente. Et pour chaque décision, il y a une opposition entre les deux. Mais à l'arrivée, qui va l'emporter le plus souvent? C'est Brzezinski. Ouais. C'est Brzezinski. Et à la fin de l'année, je pense que l'intervention soviétique, c'est aussi parce qu'il pensait que Carter manquerait de fermeté. Oui, c'est un président faible. Il est identifié comme ça par les soviétiques. Ce sont des erreurs que vont commettre à plusieurs reprises les soviétiques, d'ailleurs, comme avec Kennedy au début des années 60. Ils imaginent un président faible. Ils vont se rendre compte que ce n'est pas le cas. Tout à fait. Et Carter va montrer qu'il n'était pas faible. Alors moi, j'ai de l'estime pour ce président, hein, Carter. Je crois qu'il avait beaucoup de bonnes intentions. Sur beaucoup de dossiers, c'était quand même compliqué pour lui. Hein. Je rappelle qu'un président, il n'a pas tous les pouvoirs aux États-Unis. Il y a le Congrès, il y a l'État profond. Enfin, c'est pas si évident que ça, je dirais, d'être président. On ne fait pas ce qu'on veut, toujours.
mais j'ai quand même voilà, une sympathie envers ce président. Euh, f- euh, Finalement, si on résume Carter, l'année 79 n'a pas été si négative que ça d'un point de vue relations internationales. Il a réussi à normaliser les relations avec la Chine. Il a réussi à faire un traité de paix, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu de traité de paix, hein. C'est vraiment l'homme qui a permis ce traité de paix et les accords de Camp David. Il a été tenace, hein, sur cette question. Donc il a primé ce traité de paix entre Israël et l'Égypte, même si ce traité de paix, en réalité, c'était qu'un simple traité de paix bilatéral entre l'Égypte et Israël, et non pas un traité de paix au Proche-Orient, parce que dans la foulée, on va avoir des bombardements massifs au Liban. Euh, Israël va profiter du fait que l'Égypte ne soit plus en guerre officiellement pour aller au Liban. Et la guerre au Liban, vous savez ce que c'est après. Donc, euh, cette situation de 79 où on voit effectivement l'URSS être plutôt sur un piédestal Ouais, dans cette guerre froide, ouais. elle a bien avancé ses pions sur l'échiquier de la guerre froide. En réalité, 79, c'est le début de la fin pour l'URSS. Parce que l'URSS fait une grave erreur en envahissant l'Afghanistan. D'ailleurs, il savait qu'il faisait une erreur parce qu'on sait aujourd'hui, on a les rapports du Politburo de toute l'année 79. Donc les plus connus au Politburo, c'était Andropov, donc le directeur du KGB, Brejnev, évidemment, et Gromyko. Gromyko, qui était le célèbre ministre des Affaires étrangères. Et tous, ils étaient d'accord pendant toute l'année 79 pour dire non, non, il faut surtout pas intervenir en Afghanistan, c'est dangereux. Et finalement, à l'arrivée, ils vont se convaincre fallait intervenir. Et ce sera une erreur. Ce sera une erreur. Et donc, il y a cette erreur-là. Il y a aussi l'augmentation des taux d'intérêt, j'en ai déjà parlé. Ouais. Également, une structure, une structure économique qui se lézardait en réalité, hein. Et les réformes de Gorbatchev, la perestroïka, vont que faire accélérer cette fissure, ces faiblesses de l'économie structurelle de l'économie soviétique. Et quelque chose aussi qui va beaucoup affaiblir l'Union soviétique dans les années 80, c'est la baisse du cours du pétrole. Quand vous avez un pétrole bas, ça, c'est pas très bon pour l'économie soviétique, on le sait. Dernier approfondissement dans cette émission, il reste moins de 10 minutes, Sébastien. La Chine. La Chine avec, vous en avez un peu parlé au début, mais la Chine va se donner les moyens, au travers le choix du capitalisme de Deng Xiaoping, va se donner les moyens de devenir en potentiel, et elle le sera par la suite, une grande puissance, une très grande puissance, la première même d'entre elles. Oui, alors c'est vrai que 79, il y a des figures charismatiques. On a parlé de Khomeini, de Thatcher, du pape Jean-Paul II, et il y a aussi cette figure de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, c'est quelqu'un qui était avec Mao dès le départ. Il a été dans les années 20, en France, hein, voilà. Et au moment de la révolution culturelle, il a été exilé par Mao. D'autres étaient condamnés à mort, hein, c'était extrêmement sévère. Et à la mort de Mao en 76, il va avoir une sorte de lutte entre les héritiers de Mao, qui va prendre le pouvoir. On peut dire que Deng Xiaoping va habilement manœuvrer pour euh, avoir le pouvoir sans que ce soit lui qui était la première personne officielle à avoir le pouvoir. C'était une autre personne. Mais c'est lui qui tirait les ficelles en réalité. Et Deng Xiaoping va beaucoup discuter avec Brzezinski, l'Américain. Brzezinski souhaitait une alliance, comme Kissinger d'ailleurs. Brzezinski prolonge Kissinger, une alliance avec la Chine pour faire face à l'URSS. C'est-à-dire, l'idée stratégiquement, c'était de profiter du schisme entre la Chine et l'URSS Ouais. pour s'allier aux Chinois contre l'URSS, bien sûr. Et, euh, et alors que d'autres à la Maison-Blanche n'étaient pas favorables à cette alliance parce qu'ils estimaient que ça fragiliserait la détente avec les Soviétiques. C'était l'approche notamment du secrétaire d'État Cyrus Vance. Et donc, on va aboutir, on voit que là, l'influence encore de Brzezinski va être celle qui va dominer à cette normalisation. Et, parce que cette normalisation, elle butait sur un sujet qui nous relie encore à 2025, c'était Taïwan. Et donc, pour normaliser, il fallait que
officiellement, Taïwan ne soit plus reconnu et que ce soit la Chine qui soit reconnue. Et Brzezinski va manœuvrer pour ça, pour quand même pouvoir continuer à vendre des armes à Taïwan. Il y aura une loi au Congrès en mars 79, justement sur le Taiwan Act. Mais Brzezinski va réussir à contourner le lobby pro-Taïwan au Congrès pour qu'on aboutisse à cette normalisation. 1er janvier, normalisation. Janvier, Coca-Cola revient à Pékin. C'est quand même révélateur. Et fin janvier, Deng Xiaoping fait un voyage, un triomphe aux États-Unis pour matérialiser la nouvelle relation entre les États-Unis et la Chine, et aussi pour préparer le décollage économique de la Chine, c'est-à-dire le décollage devait être permis par une injection massive de capitaux, dont des capitaux américains, des capitaux aussi qui venaient de Hong Kong, de la diaspora chinoise. Mais sans normalisation, donc sans stratégie géopolitique au cœur de la guerre froide, on n'aurait pas eu en 1979 cette ouverture au capitalisme. Deng Xiaoping, en tout cas, c'est un pragmatique. Lui, il veut que la Chine se redresse, il veut faire ce qui marche. Il a été voir en Corée du Sud, il a voyagé en Corée du Sud, il a été aussi à Taïwan. Il a vu ces dragons, qu'on appelait à l'époque les dragons, Singapour, ce qui marchait, et il veut l'appliquer à la Chine. Et donc, on va avoir la mise en place de ce qu'on a appelé en Chine les 4 modernisations. En Chine, en 1979, c'est aussi la mise en place de la politique de l'enfant unique, et aussi des rapports beaucoup plus pacifiques, on va dire, avec le Dalai Lama, puisque le Dalai Lama va rencontrer des proches de Deng Xiaoping en 1979. Oui. Ben écoutez, Sébastien... Je préciserai quelque chose que j'ai oublié de dire sur la Chine. Il reste 3 minutes. La Chine, donc, quand Deng Xiaoping normalise, et Deng Xiaoping dit à Carter, quand il est aux États-Unis, qu'il va faire la guerre au Vietnam. Parce que le Vietnam vient juste d'envahir le Cambodge qui était dirigé par les Khmers rouges. Et donc là, on voit tout un jeu d'alliances dans cette Asie du Sud-Est qui avait déjà vécu des tragédies avec la guerre du Vietnam et le génocide des Khmers rouges, puisqu'on va avoir une guerre en février 1979 entre la Chine et le Vietnam, autour de la question du Cambodge, puisque le Cambodge était occupé par les Vietnamiens. Et là où c'est aussi cynique, c'est que les Khmers rouges étant alliés à la Chine, et la Chine étant alliée aux Américains, ben les Khmers rouges, à la frontière avec la Thaïlande, vont être protégés par les services secrets anglais, le MI6 et la CIA, parce qu'ils étaient alliés avec la Chine et que la Chine était alliée aux États-Unis contre l'URSS. Vous voyez, c'est un jeu cynique, la guerre froide. Exactement, c'est la géopolitique mondiale qui est un jeu cynique aussi, Sébastien Quéré. Une révolution de l'histoire aux éditions Perspectives Libres, 1979. C'est cette année de la révolution de l'histoire. Bah écoutez, merci beaucoup pour la participation à cette émission. Merci à vous. Du livre Journal de géopolitique profonde. Je pense que les choses sont claires. Et eh bien, si pour Noël, vous avez encore quelques achats à faire, eh bien, je vous conseille vivement, chers auditeurs, de vous pencher sur cet ouvrage de Sébastien Quéré. Belle somme et magnifique intelligence de compréhension et de compréhension de la géopolitique et de la géopolitique de l'époque, histoire, et aussi dans ses résonances actuelles. Merci beaucoup, en tous les cas. À vous. Merci à vous. Alors, on termine. Il reste à peine 1 minute avant de rendre l'antenne, ou plutôt de passer le relais à Mike Borowski pour son libre journal des controverses. Puisque nous n'avons pas de Michel Dumas pour son quatrain, nous avons Françoise qui peut faire office aussi pour conclure cette émission sur la vache et sur la dermatose, entre autres, sur le Mercosur. Bonjour cher Nicolas et Lara. Pour l'abattage des vaches, font-ils des faux tests pour prouver la maladie ou serait-ce de l'asymptomatique? Le prétexte pour abattre? Finalement, comme pour le Covid et son vaccin, on fait des tests bidons
bidons qui, à partir de ceux-ci, deviennent la preuve d'une pandémie. Le test est aussi bidon et manipulateur que la maladie. Si je comprends bien, le test est la mise en marche de ce qui suit les vaccinations. La vache ne se révolte pas, c'est dommage qu'elle ne puisse pas en encorner certains, la vache. Lasse des sermons du tyran, corne levée, renverse le patron en ruminant, poil aux dents. Je sais de quoi je parle, nous dit Françoise. J'ai pris un peu de retard votre émission, d'où mon retard à donner mes impressions sur la vache. Écoutez, magnifique. Ma chère Françoise, et eh bien nous vous embrassons aussi, Lara, comme moi-même. Cette émission s'achève, et donc nous passons la parole, la place qui est chaude, à Mike Borowski, qui est de retour comme tous les samedis. Que va-t-il encore nous inventer, nous trouver ce samedi? Allez savoir, il est là, il a le sourire en coin. Ça en annonce de bonnes. Merci à vous, chers auditeurs, et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.